Donc, je commence par un peu se présenter, comme ça on sait qui on est les uns et les autres. Malheureusement, je ne pourrais pas avoir une présentation de chacun d'entre vous, donc ça va un peu obliger d'écouter ces longs monologues sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et surtout sur qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le domaine du BIM avec les outils connectés. Donc, je représente une entreprise, donc je suis présidente de LBA de Mer City, j'ai pas l'habitude avec le changement de nom, désolée. LBA City, qui est une entreprise qui existe maintenant depuis 20 ans. Notre origine date maintenant des années 2000, au début des années 2000, où avec le BET Bianchi, on avait démarré des métiers dans le monde de la synthèse, de l'exécution. Et puis, de chose en chose, en 2007, l'entreprise a commencé à travailler pour la Fondation Louis Vuitton. Et à partir de là, nous avons fait un grand changement. On est passé des technologies classiques du bâtiment, à l'intégration des technologies numériques. Donc maintenant, depuis ces moments, l'entreprise travaille et a continué à travailler exclusivement à partir du BIM sans jamais avoir envie ou l'idée de revenir à ce qui se faisait avant. Nous avons donc développé ces dernières années plusieurs métiers autour du BIM, le BIM management, la modélisation en BIM, des formations, et bien sûr, on a fait évoluer notre propre métier vers le BIM. Ce qu'on a compris qui était nécessaire avec l'évolution de technologie numérique, c'est qu'on trouve un moyen pour adapter notre savoir-faire à ces changements. Des choses en choses, on a pu développer l'entreprise, mais aussi nos métiers, pas seulement en France, mais également à l'international. Parce que ce qu'on a vu et ce qu'on a pu comprendre, c'est que finalement, grâce à un système de numérique, de collaboration et de partage, c'est qu'on savait faire, on pouvait les transporter, on pouvait les partager, on pouvait les mettre en commun. Chose qui avant, avec des systèmes classiques, était beaucoup plus laborieux, était devenue pour nous beaucoup plus simple. Donc toutes nos activités ont commencé à se développer en Europe, mais également en Amérique latine. Aujourd'hui, également dans les pays arabes, on travaille énormément à Dubaï. Ce qui nous permet d'être flexibles sur nos activités, mais également de rencontrer d'autres façons de faire, d'autres technologies, et du coup de mettre en collaboration toutes ces connaissances. Pour vous donner un ordre d'idée sur les projets qui nous ont permis de faire ces travaux, je vous en parlais, le premier c'était la Fondation Louis Vuitton. En toute sincérité, c'était un projet qui à l'époque était faisable qu'en 3D, donc on parle bien de 3D au départ, et qui a évolué vers le BIM, vers l'intégration de plusieurs technologies, que ce soit en maintenance ou que ce soit en gestion de chantier. C'est un ouvrage sur lequel nous avons démarré avec une mission qui était de la synthèse et qui a évolué vers une collaboration entre entreprises et donc une création de process BIM. De ces projets, on en a fait d'autres sur lesquels on a parfois dupliqué exactement les mêmes savoir-faire pour pouvoir asseoir ces nouvelles connaissances. Mais surtout, on a eu toujours en tête que ces grands ouvrages qui donnaient le démarrage aux nouvelles technologies, puisque sur ces grands ouvrages, une nouveauté, on arrive beaucoup plus facilement à l'intégrer dans un process existant. Mais on a travaillé ces différentes années pour que ça soit démocratisé. Et vous le verrez, puisque je vous montrerai un exemple concret de connexion entre outils qui vient d'un test et d'une recherche qui dure depuis plusieurs années pour faire en sorte que ce qu'on a pu faire dans tes grands ouvrages devient aujourd'hui de plus en plus démocratique et à la taille de toute personne, sans devoir attendre, devoir faire un grand ouvrage pour pouvoir le déployer. Qui sait faire le plus ne sait pas faire forcément le moins, il faut l'apprendre. Et c'est vers les expérimentations qu'on a pu mener ces dernières années qu'on a pu apprendre à adapter les technologies et surtout les process qui permettent de bien travailler avec technologie à la taille des projets. Donc d'autres grands projets, je vous les montre, l'aéroport de Santiago qui a obtenu récemment le BIM d'or sur ces projets. L'importance par exemple dans ces projets, c'est pas seulement la gestion des informations sur un projet en conception et après en exécution, mais surtout la gestion des informations pour la maintenance et pour la vie du bâtiment après la construction. Au fur et à mesure dans les années, on a assisté à une évolution du BIM qui a commencé à s'ouvrir
de plus en plus vers la vie du bâtiment et l'usage des données pour ceux qui exploitent les bâtiments au quotidien. On est passé sur les premières années, quand on travaillait sur ces grands ouvrages, c'était quasi essentiellement de la conception ou de l'exécution, voire au départ c'était beaucoup plus d'exécution, puisque les méthodologies BIM se connectent beaucoup plus facilement, au moins intellectuellement, on a cette impression, avec tout ce qui est fabrication, production. Et on a petit à petit développé tous les process entre conception et construction. Et avec les années, on a réussi aussi à comprendre comment et de quoi on avait besoin pour que toutes les informations qu'on récupérait dans cette conception et exécution puissent être après transportées en gestion patrimoniale. Et sur, par exemple, l'aéroport de Santiago, c'est un exemple assez parlant de ce que le BIM demain devra devenir, c'est-à-dire un incubateur de toutes les informations qui après sert à la gestion par la suite, à condition qu'on ait préparé cette maquette et le processus qui va avec pour pouvoir intégrer des données qui viennent au départ d'une conception, par la suite d'une exécution, mais in fine aussi d'une exploitation, parce que le bâtiment et la maquette BIM ne peuvent pas vivre que des données de la construction. Elles doivent également se mettre à jour des données qui seront injectées au fur et à mesure de l'évolution de la vie d'un bâtiment. Un autre ouvrage de ce type qui a eu la même réflexion, par exemple, est l'hôpital d'Ajaccio. L'idée de base et qu'on avait à retenir pour la mise en place du processus de cet ouvrage, quand le processus a démarré en 2013, c'était la GMAO. C'est-à-dire que dès le départ de la conception, on a créé, avec d'abord les architectes et puis les entreprises, une maquette qui évolue dans le but d'être exploitée par la suite. Ce qui signifie aussi que face à nous, on a un client qui a ces laps de temps pour apprendre et comprendre qu'est-ce qu'on peut lui donner et comment. On est dans une période des charnières, même si c'est un peu étrange de devoir l'expliquer comme ça. Aujourd'hui, on est déjà dans les hypertechnologies. On est déjà tous habitués à échanger via un téléphone, via une caméra, sur des supports numériques qui sont assez performants, mais on sait le faire dans la vie privée. Beaucoup moins dans ce qui est le monde du travail. Et finalement, on oublie parfois que nos clients et les utilisateurs finaux, ils doivent apprendre à utiliser également ces technologies et encore plus, il faut aller plus loin puisqu'on parle de collaboration, ils doivent comprendre comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour que toute la chaîne s'efface sans qu'on continue à rester dans ces systèmes séquentiels des créations d'informations, des partages d'informations et des mises à disposition qui est, je crois, aujourd'hui quasiment que propre au bâtiment, puisque si on pense à d'autres domaines de fabrication, de mécanique, qui ont certes leur spécificité, eh bien, on tombe beaucoup plus vers une ingénierie concurrente plutôt qu'à du séquentiel. Tous ces ouvrages, dont les derniers, pas en date, mais en avancement vers la GMAO et le sporting d'hiver, nous ont fait comprendre qu'au départ, c'était pas seulement les ouvrages complexes qui pouvaient bénéficier de ce type de technologie, mais bien sûr, on pouvait l'appliquer également à des ouvrages résidentiels. Une fois de plus, dans cet exemple, vous voyez un ouvrage qui est un ouvrage de grande taille, sur lesquels c'est le volume qui fait la demande et la nécessité. On doit gérer à la fin du bâtiment la location, la gestion, la maintenance, les modifications d'un bâtiment. En réalité, ici, on en a 7 bâtiments, c'est un quartier entier, dans lesquels tous les espaces seront loués à des périodes différentes, à des prix différents, à des conditions différentes, et tous ces suivis devra être fait par le client final, par le maître d'ouvrage, qui va garder son bâtiment, qui va le gérer et qui va déléguer certaines prestations, mais qui devra quand même pouvoir les suivre, notamment au niveau de la maintenance. En faisant cette réflexion, je montre quelques images de la maquette pour vous rendre compte. Ça, c'est une maquette qui est en exécution. Donc, on est dans un niveau de détail assez poussé avec des éléments d'intérieur qui ont été reconstitués en scan, parce que c'est des ouvrages très décorés. Cette maquette aujourd'hui est une maquette qui est créée et prête pour la restitution d'un DOE. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'ouvrage sera construit, d'ailleurs si vous allez à Monaco, aujourd'hui cet ouvrage il est en niveau 2, donc on peut déjà voir le deuxième niveau hors sol de ces résidences.
Si on rentre dans le processus BIM, cette maquette elle est créée aujourd'hui pour que pour le DOE, on puisse récupérer les informations du chantier qui seront mises à jour et que les clients se retrouvent donc avec une maquette conforme à ce qui a été construit sur les chantiers et en plus intégrant des données que demain il pourra exploiter, voire certaines données qu'il pourra connecter avec des outils et des appareillages. La première connexion auxquelles les clients ils pensent, c'est des connexions en maintenance avec de la GTB, de la GTC pour pouvoir vraiment gérer les informations de l'intégralité du bâtiment. Mais au fur et à mesure que la discussion et que la compréhension du client sur ces sujets avance, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le détail. Et c'est justement sur ces détails que je voudrais vous montrer quelque chose concernant le BIM. Et ça sera du détail de l'ordre de quelque chose qui aujourd'hui est fait, faisable et réalisé. J'ai choisi un exemple que je vous montrerai qui n'est pas un exemple de domotique pure, au moins pas dans le sens dans lequel moi je l'entends, mais qui est un exemple qui se rapproche vraiment fortement de ce qu'on s'attendrait d'une connexion et d'un passage entre les outils connectés domotique pour les résidences et le BIM. Donc j'ai choisi quelque chose qui est réel, pour ne pas présenter quelque chose qui sera possible et faisable, mais quelque chose qui est déjà d'actualité aujourd'hui, et qui, je pense, pourra aider à une réflexion. Alors tout d'abord, si on pense au processus BIM, juste en quelques mots, c'est un processus collaboratif d'échange. Donc il ne faut pas se tromper, on ne parle pas que de technologie. On parle justement de technologie, de numérique, de logiciels, de process, d'information. Et tout ça, dans un process, évolue et s'enrichit grâce à des données, vraiment qu'on peut faire évoluer et enrichir tout au long de la vie d'un bâtiment, qu'on soit en conception jusqu'à une gestion. On le sait, c'est finalement la gestion et l'utilisation de ces bâtiments qui durent et perdurent plus que les phases de conception et d'exécution. Si je devais sortir quelques mots du processus BIM et sortir quelques concepts vraiment à retenir, c'est que quand on fait un processus BIM, on doit obligatoirement avoir une image au départ, une image 3D, des informations de la maquette dans lesquelles on a des géométries renseignées, des données. C'est la grande différence entre la 3D qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette 3D dans laquelle on a des informations graphiques, voire des matériaux, à une 3D dans laquelle chaque objet représente la formation technique qui son image donne. Donc quand on parle d'un mur dans une maquette BIM, un mur est représenté par un objet 3D qui s'appelle mur et qui porte à l'intérieur des caractéristiques propres à l'ouvrage mur. Ça veut dire que si demain je suis en train de modéliser une dalle avec 4 poteaux dans une maquette BIM, je ne peux pas utiliser pour dessiner la dalle un plateau en bois. Si la dalle est en béton, je vais chercher un outil qui s'appelle dalle en béton. Et ainsi de suite décliné pour tous les objets qui peuvent constituer un ouvrage que ce soit bâtiment, quartier ou infrastructure. On ne parle pas seulement de l'objet bâtiment. Ces informations qui sont intégrées dans ces objets paramétriques de la maquette numérique, c'est des objets qui contiennent des informations qui ont la caractéristique d'être hiérarchisées et managées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas injecter dans la maquette n'importe quoi, n'importe comment, sans un ordonnancement, sans un timing, sans un planning et surtout sans un contrôle derrière. C'est pour ça qu'on parle très souvent de BIM manager et BIM management, parce que les maquettes ne se font pas toutes seules. Il y a un manager qui, selon les contrats et les interventions et les usages qu'on veut en faire de cette maquette, dont la domotique par exemple fait partie, c'est lui, manager, s'occupe de créer les process qui permet, le troisième point, de collaborer et coopérer autour de cette maquette numérique dans le processus BIM. Ce qui signifie que dans cette collaboration et coopération, les différents intervenants intègrent leurs connaissances et les partagent pour faire en sorte que ces connaissances soient exploitables par tout le monde. Ces connaissances sont organisées et définies par deux parties. La première partie, comme vous l'avez compris, c'est celle de la géométrie. C'est-à-dire dans un processus BIM, on démarre par une géométrie visible qu'au fur et à mesure on renseigne, on remplit et on connecte à d'autres outils. C'est une géométrie de laquelle on donne et on extrait des informations. Donc cette géométrie, dans ce qu'on appelle le LOD, donc le niveau de développement, qui est la caractéristique qui définit chaque objet de la maquette, pour pouvoir se dire est-ce que je suis en train de regarder un objet très défini, peu défini avec tous les renseignements ou pas tous les renseignements.
Et bien le LOD, le niveau de développement, il est constitué donc de deux parties. La partie purement de détail, celle des géométries dont on est en train de parler, et la partie d'information, c'est-à-dire toutes les métadonnées qu'on peut intégrer à l'intérieur de ces objets pour aller de plus en plus dans le détail dans la définition technique de l'objet en question. Aujourd'hui, les niveaux de détail les niveaux de développement sont définis sur une échelle de 100 à 500, sans aucune notion d'échelle de dessin, mais plutôt d'échelle de définition d'information. Le lot de 100, c'est la plus petite échelle, c'est-à-dire on parle du volumique. C'est quelque chose de peu détaillé, peu renseigné, jusqu'au niveau 500. Et là, alors, on parle de l'hyper-renseignement. On a tout ce qui concerne l'objet, sa position, sa géométrie, sa localisation, sa géolocalisation, sa maintenance, sa connexion avec d'autres outils, sa connexion avec d'autres appareils, et ainsi de suite. Les LOD, ils sont très importants parce que c'est dans ces niveaux de détail et d'information qu'on retrouve les données. Et aujourd'hui, les données sont un peu la base et les centres de ce qui est notre savoir. Mais les données, à elles-mêmes, ne suffisent pas. Une donnée va petit à petit, selon son intégration dans un process, devenir une information. Et cette information, si bien maîtrisée, va faire le centre de notre connaissance et du savoir. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pas juste avoir une belle maquette avec plein de renseignements à l'intérieur avec lesquels on peut jouer, on peut se les échanger, on peut connecter différents appareils. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir maîtriser cette connaissance pour avoir des plus-values dans différents domaines et pouvoir les exploiter le plus longtemps possible, les faire vivre, les tenir à jour. Et c'est sur cet raisonnement que sur un projet donc, de résidence dont je vous parlais au départ, donc ça c'est le projet des Vermont, qui est un projet de 4000 m² de résidence ici, en Ile-de-France, qu'on a pu tester, on va dire l'aboutissement de cette réflexion d'utiliser les données pour avoir de la connaissance, donc de la plus-value, et pas seulement créer une maquette comme aujourd'hui on est capable de faire pour de la conception et de l'exécution pour gérer un chantier. C'est un projet qui est en exécution au 100% en BIM, ce qui signifie que l'intégralité des corps d'État travaillent en corps d'État séparés, mais travaillent tous en BIM, ce qui signifie qu'on fait pas de différence. Il y a du plombier, au carreleur, au peintre, au corps d'État gros œuvres, façadier, tout le monde travaille en BIM, mais tout le monde travaille dans un process qui est adapté à ce qu'il peut produire, à ce dont il a besoin, ce qu'il doit donner, ce qu'il doit restituer. Le point de base de la mise en place de ce processus, donc la demande du client, a été la mise en place d'un DOE numérique à la fin du chantier, mais surtout l'étape suivante, c'est-à-dire le carnet numérique. Dans l'idée du client, on doit restituer un carnet numérique, puisque aujourd'hui c'est ce qui est demandé par l'État, mais pas seulement un ensemble de renseignements, comme ça pourrait être pour chacun de nos logements. On pourrait imaginer d'avoir un site internet sur lequel on se connecte et on va chercher notre logement, nos plans, les informations qui concernent les logements. Dans ces clients, ils voulaient aller un peu plus loin. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux exploiter ces données qui, en apparence, peuvent ne pas avoir une grande valeur et les rendre rentables. Et dans cette réflexion, et c'est là qu'on va parler aussi d'outils connectés, quand on lui a montré comment est-ce qu'on pouvait, depuis une maquette numérique, donc ça vous voyez, c'est la maquette numérique avec les renseignements. Ici, on a un renseignement, par exemple, là c'est une porte, on pourrait l'avoir sur un capteur, on pourrait l'avoir sur une fenêtre, et bien on remplit dans la maquette numérique tous les renseignements sur cette porte. Donc là, je peux savoir qui est le fabricant, quand est-ce que la porte a été fabriquée, quand est-ce qu'elle est livrée. Et bien la réflexion du client a été de se dire, si je peux faire ça pour des outils, pour des objets quelconques de mon bâtiment, ça signifie que si j'ai un besoin particulier, je peux aller récupérer l'information qui me permet d'aller plus loin. Et c'est là qu'on a réfléchi avec lui sur l'un des usages, en intégrant cette maquette dans une petite plateforme très simplifiée. Donc ça, c'est la maquette qui est donnée directement au maître d'ouvrage, donc c'est pas celle des chantiers, c'est celle que lui, il va utiliser par la suite pour gérer son bâtiment. Et bien dans cette maquette, comme vous pouvez voir, on peut répertorier par exemple tout ce qui est de l'ordre du mobilier, tout ce qui est de l'ordre de l'équipement, donc du réseau électrique, de l'eau, des outils connectés, ainsi de suite. Et bien en montant ces petits outils dans lesquels il va récupérer ce type d'informations,
On a monté avec lui une réflexion autour d'un sujet qui lui tenait à cœur, qui est celle des parkings. Dans ce type d'ouvrage, un maître d'ouvrage se retrouve souvent avec des parkings dits publics qu'il ne peut pas utiliser ou qu'il n'utilise pas comme il devrait. Et du coup, il s'est dit, comment est-ce que cette maquette numérique avec des outils connectés que je sais déjà exister, qui me disent quand est-ce qu'un parking est libre ou pas, comment est-ce que je peux connecter tout ça, qui finalement tourne autour du numérique, comment je peux rendre toute cette prestation complémentaire pour qu'après, finalement, je sache qui a loué mon parking et quand, et que je puisse en faire une gestion, et que je sache en plus quels sont les horaires des fréquentations majeures du parking pour faire venir des interventions, des mainteneurs, pour ne pas gêner les habitants, pour ne pas gêner les usagers. Et de cette réflexion est né, par exemple, ce petit outil qui va permettre au maître d'ouvrage de savoir, comme vous le voyez sur la droite de l'écran, ici, de savoir qui est en train d'occuper et quand, et bien sûr on peut ajouter d'autres renseignements, quand est-ce qu'il arrive dans son parking, quelle est la période d'usage de ces parkings, quelle est la majeure fréquentation, pour que derrière, les maîtres d'ouvrage puissent finalement gérer ces informations et les intérêts dans son patrimoine et dans la vie et dans l'évolution et de son patrimoine et du bâtiment qu'il gère. Donc ça, c'est l'exemple que je voulais vous porter, qui aujourd'hui est un exemple concret, qui pour moi peut s'adapter à plusieurs cas d'usage qu'on peut voir en domotique et plusieurs types d'appareillages, parce que le principe est très similaire. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas construire ce type de process si les utilisateurs finaux, nous, créateurs de la maquette numérique et intégrateurs des données, et les différents intervenants et les différents producteurs d'objets enseignés et d'informations ne travaillent pas tous dans la collaboration et dans le partage. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que vraiment le BIM est une approche globale. On ne travaille plus par huis clos, on travaille en collaboration dans un processus dans lequel l'important c'est qu'on sache tous échanger des données, qu'on arrive à comprendre et à communiquer entre nous. Donc c'est des données qui doivent être forcément organisées et complètes pour créer ce qui est vraiment l'avatar de notre bâtiment. Ce n'est pas le bâtiment en lui-même, mais c'est l'image qui nous permet de le gérer, de transposer les informations en numérique, de façon à qu'on puisse en tirer des plus-values et que nos clients finaux et tous les gestionnaires des patrimoines puissent à tout moment récupérer, intégrer, renseigner et nous restituer aussi de la donnée pour qu'on puisse la faire évoluer et que ça n'en reste pas une image statique à un moment donné. Donc aujourd'hui, c'est ça l'état des lieux et l'expérience que j'en tire de ces projets. Ce fonctionnement du BIM a été très performant et nous a permis et nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin vers des territoires qui encore sont peu explorés, puisqu'il y a vraiment tout à construire dans ces domaines des connectivités et d'exploitation des données, dans lesquels je vous invite à avoir une réflexion vraiment sur la collaboration et le partage, tout en sachant qu'il y a une plus-value essentielle à retenir, c'est que notre connaissance en tant qu'expert dans notre domaine nous permet de rendre ces process meilleurs. Donc il n'y a pas que l'outil là-dedans qui a une place importante, mais ce qui a une place très importante, c'est l'humain qui gère et qui collabore autour de ce process afin de créer cet avatar qui nous permettra de gérer les bâtiments à l'avenir. Donc sur ces paroles, moi j'ai pu vous montrer un peu tout ce qui était important pour moi à vous communiquer aujourd'hui. Donc si vous avez quelques questions, je peux les lire en direct dans le chat. Et en attendant cette lecture, je voulais quand même remercier François-Xavier Jolant qui m'a invité à partager avec vous notre expérience pour la Fédération française de la domotique. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous. On a encore 5 minutes pour pouvoir échanger. Soyez pas timide, je crois que j'ai jamais mangé personne. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou des questions en plus, je vous en prie. Il y a quelqu'un qui crie. Ah,
vois plusieurs questions et textes qui sont en train d'être écrits, donc j'attends. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Des questions. Déjà, qu'est-ce qu'on a intégré en termes de domotique dans les bâtiments? Aujourd'hui, en fonctionnement de domotique à l'intérieur de bâtiments, je crois dans nos projets avoir vu des systèmes pour les stores. Donc ça, je sais qui a été déjà intégré. Et des mémoires, pour l'instant, j'en ai pas d'autres, puisque le reste des instruments qui ont été connectés, c'est plutôt des... Je disais, il y a par contre des domaines dans lesquels les IFC, on les applique moins, on les utilise moins, notamment au niveau de l'utilisation en fabrication. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est de trouver d'autres passerelles et de développer d'autres passerelles. Donc non, on n'impose pas de logiciel. Je trouve que c'est une erreur en soi aujourd'hui de devoir imposer un logiciel. Par contre, dans notre travail de BIM Manager, on se doit de conseiller et les clients et les usagers si jamais plusieurs logiciels ne fonctionnaient pas entre eux et quel type d'informations on devait venir à perdre ou à altérer, parce que là la question après elle se trouve là-dedans. Cependant aujourd'hui ça ne nous a pas empêché de réaliser plusieurs ouvrages. On a plutôt trouvé à chaque fois des solutions, puisqu'on est parti du principe que même une géométrie est une donnée. Donc du moment qu'on s'est transformé une géométrie dans une donnée autre qu'une image 3D, on sait la transporter n'importe où. Quel type de logiciel on utilise? Des logiciels, soit comme je vous ai montré, du développement propre, soit des logiciels aujourd'hui type BIM pour la modélisation, donc on est plutôt sur du Archicad, du Revit, Digital Project, Rhino plus Grasshopper plus l'intégrateur IFC, ou bien quand on fabrique par exemple on peut utiliser aussi du CATIA, donc ça c'est pour la partie modélisation. Après pour la partie plateforme, je crois que on a une plateforme BIM qui sort par jour, donc je n'ai pas une privilégiée aujourd'hui, je crois que rien encore est stable là-dessus. On a utilisé plusieurs, tout est un peu en évolution là-dessus. Et puis on a aussi les visionneuses, donc il n'y a pas un logiciel là pour faire du BIM, il y en a plusieurs. Qui sert à différentes tâches. C'est pour ça en plus qu'on n'en impose jamais qu'un seul, parce qu'on n'a pas trouvé un qui sache faire de la modélisation et de la gestion de projet et de la connexion avec les outils de fabrication et la connexion avec les outils connectés et de la GMAO. Donc il y a plusieurs outils qui sont utilisés pour créer tous les processus BIM. Les centrés BIM sur la technologie, pas centrés sur les collaboratifs, comment l'épanouir? Alors, pourquoi systématiquement centrer les BIM sur du technologique et n'est pas centré sur les collaboratifs pour permettre d'épanouir encore plus l'aspect technique et technologique? C'est bien ce que j'ai dit lors de toute la présentation. Je crois que le mot collaboratif, il doit sortir au moins 3 fois au minimum dans la présentation. C'est le centre, c'est ce qui est fondamental. Aujourd'hui, on a eu la chance et le malheur de tester plusieurs projets dans lesquels on nous a fait faire du BIM pour faire du BIM, ou de la technologie de l'évolution en BIM, de la modélisation, pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est probablement ces projets-là qui, à mon sens, ont marché moins bien. Parce que quand on dit à un groupe d'intervenants, voici la technologie que vous avez à disposition, maintenant travaillez là-dessus, on oublie que la technologie toute seule ne fait pas le savoir et l'évolution ni d'un projet créatif, ni d'un projet numérique, ni d'un projet d'avant-garde. Il faut obligatoirement qu'on mette les gens à travailler en collaboration et que chacun trouve sa place. Parce que si on a à disposition les meilleures technologies du monde, mais que finalement on n'arrive pas à les utiliser, c'est une innovation qui a raté son coche. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse en traire tous un avantage et pas l'inverse. Les données doivent-elles dans la maquette ou dans une base externe connectée à la maquette? Alors là, répondre à cette question, on va faire tout un groupe d'amis et tout un groupe d'ennemis, monsieur. J'ai envie de dire que pour l'instant, on a une grosse partie des données dans la maquette. Parce que c'est par là qu'on a démarré, c'est-à-dire on a reconstitué des données du patrimoine, ou bien on est en train de construire de nouveaux ouvrages. Donc,
on crée des maquettes numériques dans lesquelles on intègre au fur et à mesure une grosse partie de données. Étant donné que la plus grosse partie des projets qui ont démarré en BIM, sauf quelques exceptions comme Habitat 76, ont démarré par les chantiers ou par les projets. Et ben, dans ces sens, on se retrouve aujourd'hui à avoir énormément des données dans la maquette numérique qui sont après exploitées. Par contre, c'est tout aussi vrai que les gestionnaires des patrimoines qui ont pris de l'avance sur d'autres et qui ont déjà travaillé depuis 3-4 ans à l'évolution du BIM pour leur parc immobilier ont fait la réflexion à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire remonter les données qui sont dans leur base de données vers les maquettes numériques. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un mieux ou une meilleure place pour ces données. Ce que je crois être le point de travail aujourd'hui, le point clé de passage des informations, c'est bien comment est-ce qu'on fait rencontrer ces données qui viennent depuis les maquettes numériques de projet et qui doivent aller dans ces bases de données dans lesquelles on a commencé à reconstituer un patrimoine existant qui ne vient pas d'une évolution chantée. Donc c'est un moment de charnière. Je n'ai pas encore pris ma position finale pour me dire s'il doit être à droite ou à gauche. Ce qui est sûr, c'est que si on n'arrive pas à faire en sorte qu'elle soit transférée au mieux des deux parties, on n'arrivera pas à mettre ensemble toute la chaîne et on sera obligé, de travailler en séquentiel encore pendant très longtemps, et des deux, de payer beaucoup de prestations pour faire en sorte que les données se transfèrent des maquettes numériques vers les outils de gestion. Si on n'est pas stable aujourd'hui sur ces sujets, c'est aussi parce que ces outils sont en développement depuis peu d'années. On en a qui est très peu qui ont pris de l'avance de plus de 5-6 ans. Donc, on n'a pas eu un retour pour se dire c'est que comme ça qu'on peut faire et c'est la seule direction. Même en termes de plateformes, comme je vous disais, il y en a une par jour qui sortent. Donc, c'est un terrain qui est encore pas figé et sur lesquels on a pas mal de travail à faire. Mais c'est le point clé, vous avez bien trouvé, c'est le point clé de ces passages entre les deux données. Les deux bases de données, pardon. Je pense avoir répondu à quasiment toutes les questions. J'en vois sur la GTB. Alors, juste vous répondre rapidement, je n'ai pas un outil magique sur une évolution, une nouveauté sur la GTB. Ce qu'on est en train de faire avec les clients, alors là, je ne peux pas vous ouvrir l'outil puisque, pour le coup, j'ai plus d'une clause à respecter. Ce qu'on est en train de faire, c'est déjà de trouver un filon unique de passage d'informations entre les données qui sont de la maquette numérique et donc qui vient du chantier à l'exploitation derrière à la GTB. Donc le filon, ça veut dire pouvoir les organiser de la bonne façon. Donc c'est le point sur lequel on est en train de se concentrer, puisqu'il y a quand même pas mal d'outils numériques qui déjà existent derrière dans l'exploitation des données dans la GTB, dans la GTC notamment. Donc on est en train de faire avec des utilisateurs, mais également avec des développeurs, le chemin pour que les deux métiers et les deux mondes se rencontrent. Donc je n'ai pas un outil aujourd'hui magique à vous conseiller, je ne le ferai pas. Par contre, je vois bien tout le travail qu'on est obligé de faire et surtout d'apprendre pour comprendre des métiers qui finalement aujourd'hui on oublie un peu en fin de chaîne en se disant ils géreront, ils auront des informations, ils les réorganiseront. Aujourd'hui, ce n'est plus ce que les clients s'attendent. Ils ne s'attendent plus de notre part qu'on leur dise le suivant il gérera. Ils s'attendent à que si on soit sur un process, on connaisse un minimum ce qui se passe derrière et qu'on puisse comme ça le faire collaborer ensemble. Donc je ne m'avancerai pas sur des outils et des nouveautés, puisque pour moi ce n'est pas assez mûr. Alors, je suis désolée, je sais qu'on souhaiterait avoir la réponse en disant voilà, on met la clé sur la porte, c'est celui-là, mais aujourd'hui c'est malheureusement pas le cas. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que vous pourrez aussi en poser. Je vais arrêter là. J'espère que vous avez trouvé quelques nouveaux renseignements et informations qui peuvent vous être utiles dans votre travail. Je vous remercie à tous et j'espère à une prochaine. Au revoir.